Que c'est bon, on doit être live. Est-ce que dans le chat, si vous pouvez mettre si vous m'entendez bien et Michael, salut. Bonjour. Donc, et si on entend aussi bien Michael, ce serait super. Je pense qu'on nous entend et qu'on va pouvoir commencer. Tac, tac, tac. Voilà, super. Vivien qui nous entend, donc c'est super. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle semaine de webinar avec Eldorado aujourd'hui avec Michael de Agicap. Donc on va pouvoir parler de pas mal de sujets, trésorerie et impact financier de la crise sur vos activités. Je rappelle juste deux, trois sujets. Je remettrai les liens dans le webinar. Donc, on a l'onglet chat. Vous avez l'onglet questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et je pense que Michael sera à même d'y répondre. Et puis, on a tout ce qui est, on a une enquête qu'on fait, une étude qui prend cinq petites minutes sur l'impact de la crise sur votre activité qui nous permet de remonter au pouvoir public et à la French Tech les différents impacts de la crise sur les différentes activités. Donc, je leur remettrai le lien aussi, le lien vers nos prochains webinaires. On a encore pendant les webinaires, on fait toujours pendant les confinements. Et puis les mesures à jour d'aide et de financement qui sont sur mon blog Medium. Donc, je remettrai le lien aussi. En attendant, merci Michael. Bonjour déjà, comment ça va? Ça va super. Écoute, merci de me recevoir. Écoute, ce que je propose, c'est de te représenter et représenter ce que tu fais chez Agicap. Et puis après, on se lance sur les questions. Moi, j'en ai plein. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. Ça marche. Je me présente en quelques mots. Donc, Mickaël Jordan, j'ai 34 ans. Tout mon parcours est dans la tech. J'ai travaillé dans les applications pour téléconnecter. J'ai travaillé en agence chez 55 en web analytics. Puis, j'ai créé ma boîte dans la réalité augmentée, un SaaS B2B de réalité augmentée pendant 7 ans. Qui s'est bien développé pendant 5 ans, puis qui s'est un peu cassé la gueule pendant 2 ans. Et donc, j'ai décidé de passer à autre chose l'été dernier. J'ai eu l'occasion de rejoindre Agicap, une startup lyonnaise spécialisée dans la gestion de trésorerie. Donc, je suis directeur marketing. Et donc, en deux mots, ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on aide les gérants de PME, les directions financières de PME à gérer facilement leur trésor. Aujourd'hui, c'est une activité qui est principalement faite sur des tableurs Excel, soit directement par les PME elles-mêmes, soit par l'expert comptable qui envoie le petit rapport de trésorerie en fin de mois. Et on a un logiciel qui permet d'automatiser la gestion de trésorerie, ce qui est particulièrement important en ce moment, puisque les entrepreneurs sont en situation de stress avec la crise et ont besoin d'avoir une vision temps réel sur leur trésor, ce que permet de faire le logiciel en se connectant notamment aux comptes en banque et aux différents outils comptables. Et surtout, ça permet d'avoir un prévisionnel de trésorerie pour se donner de la visibilité sur les mois à venir et savoir à chaque instant où en sera ma trésor dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, en fonction d'hypothèses que je peux définir. Et donc, c'est un des exercices qu'on fait en ce moment avec nos clients, c'est les aider à mettre en place des scénarios de trésorerie pour bien arriver à naviguer pendant la crise. Bon, on aura l'occasion de parler de ça plus en détail. Super, ouais, je pense on va parler des conseils ergo que vous faites justement et des hypothèses de travail que vous voyez. Mhm. Vous, chez Agicap, ça a donné quoi justement l'impact de la crise, si on peut en parler, puisque vous-même vous êtes une startup qui aide les startups. Ouais, carrément. Donc, nous, on est basé à Lyon. On est une trentaine de collaborateurs pour vous donner un peu l'idée de la taille de la boîte. Ça a été en dents de scie, en fait. La première semaine, on savait pas trop à quoi s'attendre. La première semaine du confinement, il y a eu un fort impact. On était à peu près à moins 50% sur notre activité commerciale par rapport à la normale. Impossible de prospecter comme on avait l'habitude de le faire parce que forcément tout le monde était en réorganisation, c'était branle-bas de combat. Et après, il y a eu un très fort rebond semaine 2, semaine 3, avec notamment un mouvement de fond où tous les gérants forcément commençaient à stresser sur leur trésorerie et aussi avaient un besoin de mettre en place des prévisionnels de trésorerie pour préparer leur dossier de financement bancaire, notamment de prêts garantis par l'État. Et donc, on a fait nos 2 meilleures semaines coup sur coup en semaine 2, semaine 3 du confinement et de très loin par rapport à ce qu'on avait pu faire avant crise.
Et là, on revient progressivement sur des rythmes plus normaux, mais qu'on reste sur des dynamiques de croissance qu'on avait avant la crise. Donc, pour l'instant, on touche du bois, mais ça se passe plutôt très bien pour nous. Ok. Et justement, comment vous avez vécu l'impact de la crise sur votre activité qui est cœur, gérer la trésor des PME et startups? Pour rappel, hein, les premières mesures sont des mesures, nous, on les appelle les mesures défensives de sauvegarde de la trésorerie, qui sont d'abord que l'entrepreneur lui-même doit ou elle-même doit se poser la question de comment je vais réduire mes coûts, donc quels coûts je peux réduire, etc. Et on va en parler un peu après. Mhm. Ensuite, quelles sont les mesures qui s'appliquent à moi, qui sont défensives, report des charges, anticipation des paiements CIR, C2I, etc. On va aussi un petit peu en reparler. Et puis après, nous, on met à côté les mesures offensives, entre guillemets, qui sont obtention de prêts, financement non dilutif, public, etc. Vous, sur l'aspect défensif, justement, j'ai des plans de trésorerie, il va falloir que je revoie tout pour optimiser la trésorerie de ma boîte. Comment vous avez vécu ça et quelles ont été les demandes de vos clients, des utilisateurs d'Agicap? Ouais. Alors, nous, chez Agicap, finalement, pour notre propre boîte, on a réfléchi forcément aux mesures de chômage partiel et autres. Finalement, on l'a pas mis en place parce que l'activité continue à bien tourner, donc on n'a pas mis en place de mesures défensives. Et on a la chance d'avoir une bonne situation de trésor, donc on n'a pas eu de demande de financement particulière à faire. On a juste eu recours au congé payé imposé pour une partie de l'équipe commerciale pour temporiser les 2 premières semaines. Donc on n'est pas, je pense, un bon exemple par rapport à ces mesures-là. Après l'exercice qu'on a fait avec nos clients et plus globalement dans le cadre des webinars qu'on a eu l'occasion d'organiser les premières semaines, c'est vraiment un exercice d'analyse de l'impact de la crise. En fait, avant d'aller à la pêche au financement, ce qui est important de comprendre, c'est quel va être l'impact de la crise sur ma trésorerie pour les mois à venir, et de faire plusieurs scénarios en fonction de la durée de la crise qui évolue en permanence. Au début, voilà, on se disait ça, le confinement va durer 2-3 semaines. Là, on est plus sur un confinement qui va a priori se lever le 11 mai, mais avec une durée de retour à la normale qui va être longue, voire très longue. Et donc, on a proposé un plan à nos clients avec 3 scénarios, avec des scénarios de sortie de crise à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, et de voir en fonction de chacun de ces scénarios comment va se comporter la trésorerie et donc combien de financement est-ce que je dois aller chercher en fonction de ces scénarios de crise. Après, bien sûr, la situation varie énormément d'un secteur d'activité à l'autre. Et même au sein d'un secteur d'activité, on voit des comportements assez différents. Pour donner 2-3 exemples intéressants, sur la restauration, on travaille avec beaucoup de restaurateurs qui ont dû mettre en place des mesures défensives très fortes parce que les restaurants ont fermé, donc ils ont mis tout le monde au chômage partiel. On essaye de renégocier le paiement des loyers avec son bailleur et on va chercher vite un prêt garanti par l'État pour se donner 3 mois de trésor et souffler un peu. Ça, c'est pour les restaurateurs qui se mettent en hibernation parce qu'ils n'ont pas d'activité sur la vente à emporter ou le click and collect. Après, on a des restaurateurs qui, eux, étaient déjà très forts sur la livraison et qui réussissent à tirer leur épingle du jeu en lançant des nouvelles marques virtuelles, donc en ayant des mesures offensives dans le cadre de la crise pour arriver à limiter l'impact sur la trésor. Et il y a des super exemples qu'on va aussi traiter ces prochaines semaines là, dans des webinars dédiés avec nos clients restaurateurs. Et après, sur les industriels ou la construction, on voit aussi des situations variées avec des mix de chômage partiel très fort les premières semaines et après là, avec une reprise de l'activité avec des chantiers qui rouvrent, avec les usines qui mettent en place les mesures sanitaires et qui relancent progressivement leur activité et des industriels qui ont aussi des stratégies offensives super intéressantes de stockage pour préparer un fort rebond après la reprise. Se dire voilà, je coupe pas tout, je stocke et quand le marché va repartir, je vais pouvoir aller prendre des parts de marché chez mes concurrents parce que j'ai du stock que je pourrais écouler quand mes concurrents n'auront plus. Donc on voit des stratégies très différentes. Et du coup, justement, quelles sont les hypothèses globales que tu vois sur les scénarios de reprise, etc.
les entrepreneurs tablent sur quoi en gros en utilisant GCAP? Bah, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Là, globalement, sur la restauration, les projections sont un retour à la normale, on espère, au mois de septembre, avec de l'activité en salle qui va reprendre progressivement. Mais bon, il pilote vraiment à vue. Sur les secteurs hôtellerie, culturel, on est vraiment sur des reprises à beaucoup plus long terme, avec des reprises 2021, voire 2022. Et donc, ils sont vraiment en train de partir sur des prévisions, enfin de l'impact de la crise sur du long terme, avec des conséquences souvent assez dramatiques. Par contre, il y a des secteurs qui se préparent pour un rebond fort et rapide. Par exemple, des industriels où dès le déconfinement, il va avoir un effet potentiellement de rattrapage. Un effet de rattrapage de commandes qui n'ont pas été passées pendant le confinement pour des problèmes d'approvisionnement, des problèmes des contraintes physiques, où il va avoir un surplus de commandes dès le déconfinement et il va falloir assurer en termes de production, en termes de livraison, et ça crée notamment des besoins de fonds de roulement qui vont être plus importants. Et donc c'est ça que les industriels vont anticiper. C'est je vais prendre un prêt garanti par l'État, non pas parce que j'ai une trésor tendue, mais parce que j'anticipe un besoin en fonds de roulement qui va augmenter très fortement avec la reprise et que je vais avoir besoin de financer pour donner un gros coup de boost à ma production et assurer les commandes. Ouais, quel que soit le secteur, on voit que quand même si la reprise est plus ou moins longue, le premier objectif des entrepreneurs, et c'est ça qu'on rabâche nous sur nos webinars, c'est le premier sujet, c'est de constituer un matelas de liquidité et un matelas de sécurité financière. Donc on l'a dit, les mesures défensives, négocier les crédits, anticiper des paiements, crédit d'impôt recherche, retarder les échéances de paiement, bénéficier des décalements de paiement URSSAF, etc. Et négocier avec ses fournisseurs. Est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques à partager sur comment on peut constituer un matelas de liquidité déjà défensive? Et puis après, bon, on va pas parler dans les détails de PGE, etc. On en a beaucoup discuté. Il y a beaucoup de webinaires sur le sujet. Mais après, aller chercher d'autres financements. Est-ce que les startups déjà intègrent des décalements de trésorerie d'échéance, des anticipations de remboursement? Comment ça se passe, ce que tu vois Alors, principalement? sur les startups plus particulièrement, il y a plusieurs mesures qui peuvent avoir un fort impact. Bon, bien sûr, comme pour tous les secteurs, il y a la mise au chômage partiel des équipes. Nous, on voit par rapport avec des partenaires, même avec qui on travaille, qui sont des éditeurs de logiciels, mais qui travaillent avec des secteurs en difficulté, comme encore une fois la restauration, mise au chômage partiel des équipes commerciales, des équipes marketing, et ils gardent juste un cœur d'équipe stratégique sur le support client et pour continuer à faire tourner la boutique. Mais bon, ça, c'est sûr que la mise au chômage partiel, c'est ce qui a un gros impact sur la trésor, quel que soit le secteur. Après, il y a les aides de la French Tech qu'on peut aller demander pour se donner une bouffée d'oxygène. Mais bon, ça a moins d'impact. Par contre, clairement, la demande anticipée du crédit impôt recherche, pour ceux qui sont concernés, ça peut faire une grosse bouffée d'oxygène. On a eu plusieurs clients qui en ont fait la demande et c'est accepté, c'est mis en place de façon assez efficace et rapide. Donc c'est clairement quelque chose que je recommanderais si vous êtes éligible au crédit d'impôt recherche. Et ça, c'est des choses que tu vois anticiper dans des scénarios différents. Il y a des startups qui se disent, bah tiens, on va anticiper tel paiement et en fonction, on va gagner 1 ou 2 mois de trésorerie. Comment tu vois, en utilisant surtout Agicap, quoi. Ouais, effectivement. Bah, l'idée, c'est que pour chaque dispositif qui va avoir un fort impact sur la trésor, on peut créer un scénario de trésorerie spécifique. Par exemple, sur le chômage partiel, il y a encore pas mal d'incertitudes sur les délais de remboursement de l'État. Ok, j'ai mis mes équipes au chômage partiel, je dois quand même, c'est quand même un mois de payer les salaires et j'espère que l'État va rapidement me rembourser, mais il y a toujours un délai d'incertitude. Donc, créer un scénario de trésorerie par rapport à ça pour être sûr que je me retrouve pas dans l'embarras et que je vais mettre la clé sous la porte parce que il y a eu 2 mois de
de retard peut-être dans le remboursement de l'État. Et pareil pour chaque mesure phare. Pour le CIR, faites un scénario de trésorerie et il faut pas se mettre dans une situation où la perception d'une aide ou d'un remboursement peut être mortelle à court terme. Il faut se mettre dans une position où vous avez le temps de voir venir et vous avez au moins un mois pour rebondir, pour être agile, pour pouvoir réagir si telle ou telle aide ne se matérialise pas aussi rapidement que vous l'aviez prévu. Et c'est ça l'intérêt d'avoir un prévisionnel de trésorerie à jour, fiable et visuel, c'est que vous voyez clairement à quel moment est-ce que la boîte, est-ce que la trésor de la boîte tombe à zéro et qu'est-ce que je peux faire pour remonter la courbe et me donner 2 semaines, 1 mois, 3 mois de cash supplémentaire en jouant sur mes hypothèses. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, bon, c'est Agicap, c'est principalement un outil de trésor et de prévisionnel de trésorerie. Et parfois, c'est un peu compliqué pour les entrepreneurs d'agir, d'avoir à la fois un outil de prévisionnel de trésorerie, que ce soit à court terme, moyen terme, et un outil de business plan. Enfin, il n'y a jamais trop d'outils d'ailleurs de business plan. Nous, on a des templates qu'on donne, etc. Ça dépend de l'activité. Mais souvent, l'articulation des deux est différente et difficile à manager pour les entrepreneurs. Nous, ce qu'on donne comme conseil sur la crise aux entrepreneurs, c'est de prévoir le pire sur les deux. Hein. La première solution, c'est comment anticiper le pire scénario. Vaut mieux avoir des bonnes surprises que des mauvaises ces prochains mois. Sur les levées de fonds, elles sont retardées un max, etc. Enfin, donc vraiment prévoir le pire. Et sur l'outil business plan, avoir un business plan à 3 ans ou 5 ans, mais 3 ans, c'est même conseillé puisque c'est très difficile de se projeter sur 5 ans, surtout avec ce qui est en train de se passer. Mais déjà à 3 ans pour voir, en fonction de mes charges, comment je vais pouvoir les financer avec la croissance, avec la dette, avec le financement alternatif ou avec des levées de fonds qui repartiront bien à un moment. Et sur l'outil de trésor, c'est plus du mois au mois, quoi. On va dire que Agicap, vous, est-ce que ce genre de comportement, enfin de l'utilisation d'un outil de trésorerie est faite plus majoritairement sur un an, quoi. C'est ça le cas que vous voyez le plus, vous? Ouais, effectivement, et ça varie encore une fois d'un secteur d'activité à l'autre sur la manière de piloter la trésor. Les plus long-termistes sur le pilotage de la trésor, c'est les industriels parce que ils ont besoin de se projeter en permanence à 6-12 mois parce qu'il y a des investissements, des besoins en fonds de roulement qui sont significatifs. Donc, c'est nos clients, je dirais, qui ont le plus de besoin de visibilité long terme et qui pilotent à 6-12 mois en permanence avec un prévisionnel qui est mis à jour de façon très rigoureuse chaque semaine. Après, d'autres secteurs d'activité où c'est beaucoup plus vision court terme, les restaurateurs, pour reprendre leur exemple, eux, ils vont généralement avoir un plan de trésorerie à 1 mois, 3 mois en termes de visibilité, avec un pilotage à la semaine. Eux, ce qu'ils regardent, c'est la trésor de la semaine qui vient de s'écouler par rapport à la semaine du mois précédent ou la semaine de l'année précédente, pour voir quelles sont les variations en termes de cash. Ils sont vraiment sur de l'optimisation de l'opérationnel au quotidien dans leur pilotage de leur trésor, plus que sur une vision long terme à 6-12 mois. Donc on voit ces deux extrêmes dans la manière de piloter la trésorerie. Et après, le BP, en fait, le business plan à plus long terme peut venir alimenter le plan de trésorerie court terme. Quand on va changer ses hypothèses de BP, on vient alimenter son plan de trésor. Mais le plan de trésor, c'est vraiment un outil de pilotage opérationnel au quotidien. Ouais. Et l'articulation des deux, comment on peut extraire ces hypothèses aussi de prévisionnel de trésorerie pour les intégrer dans un business plan? Comment ça peut se passer, quoi, sur c'est assez simple. En fait, l'intérêt du logiciel de trésorerie, c'est que vous avez toutes vos données bancaires et de facturation qui sont à jour. Par exemple, sur Agicap, le logiciel est connecté à vos comptes bancaires. Vous avez fixé vos budgets, vous avez ajouté vos factures engagées pour les prochains mois. Donc, votre situation de trésorerie, votre position nette de trésorerie est en permanence à jour. Et après, vous avez vos prévisions et vos budgets plus long terme, 6-12 mois, qui sont aussi dans Agicap. Et vous voyez évoluer la situation en temps réel avec les flux bancaires qui remontent, avec les nouvelles factures que vous ajoutez. Ce qui fait que, et c'est ce qu'ont fait nos clients, notamment dans le cadre de leur demande de PGE,
Une fois que ça c'est en place et que vous avez besoin d'aller discuter avec votre banquier et de fournir un prévisionnel de trésor, vous pouvez faire un export Excel en quelques clics. Le compléter si besoin avec votre BP plus long terme à 24, 36 mois. Mais au moins, vous avez quelque chose d'extrêmement précis et fiable pour les 6-12 mois à venir via l'export de votre prévisionnel de trésor. Et ok, c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu as déjà des boîtes vont se retrouver un peu bloquées, qui sont pour l'instant bloquées dans des situations où à 6 mois, elles ont plus de cash et il faut qu'il y ait d'autres mesures qui sortent pour les aider ou qu'elles obtiennent des prêts. Est-ce que tu vois déjà des boîtes qui sont vraiment dans le rouge, quoi, des jeunes startups ou plus ou moins jeunes d'ailleurs? Ouais, clairement. 6 mois, c'est déjà large. Hein. Quand tu as 6 mois de trésor devant toi, tu fais plutôt partie des boîtes qui sont confortables. Non, il y a des boîtes où si le déconfinement à partir du 11 mai se passe mal ou que la reprise est trop faible, c'est très compliqué. Dès fin avril, dès le mois de mai, dès juin, il va y avoir certaines boîtes qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Après, par rapport au dispositif actuel, le PGE, quand même, prêt garanti par l'État, c'est ce qui peut donner une vraie bouffée d'oxygène, parce que vous pouvez aller chercher facilement 2-3 mois de trésor qui permet de se donner un peu de visibilité. Alors bien sûr, jamais oublier que c'est un prêt, hein, c'est pas cadeau, donc il falloir pouvoir le rembourser courant 2021. Mais de ce qu'on voit, des retours terrain qu'on a des entrepreneurs, la grosse bouffée d'oxygène, c'est le PGE. Donc j'encourage tout le monde à aller le chercher, même si vous avez un coussin de trésor sans avoir fait une demande de prêt, si vous avez un coussin de trésor de 2-3 mois, mieux vaut aller faire les demandes de financement dès que possible, parce que vous savez pas comment la situation va évoluer, et mieux vaut se baquer en allant chercher 3 mois de trésor supplémentaires qui vous permettront de voir venir les choses. Ouais, surtout que le PGE, en plus, c'est de l'argent assez peu cher, on va dire, et assez rapide et facile à obtenir. Entre guillemets, hein, faut être proche de sa banque et avoir fait les demandes, etc. Et c'est vrai que nous aussi, on encourage, on dit que c'est le financement prioritaire à aller chercher, c'est celui-ci. Donc, pour sa facilité, sa rapidité et puis son côté vraiment très peu cher en termes de taux. J'ai remis dans le chat aussi le calcul d'un échéancier bancaire. Comment ça s'intègre dans un outil de trésor comme Agicap? Souvent, les échéanciers bancaires ont des différés de remboursement ou des remboursements, et ça, les entrepreneurs savent pas trop comment on interprète les remboursements bancaires déjà remboursés à échéance ou partiellement pendant l'utilisation du prêt, et puis le taux d'intérêt, quoi. Comment ça s'intègre dans la logique, ou est-ce que tout le monde est en train de prendre un maximum de financement et on verra plus tard? Déjà sur la manière dont ça s'intègre dans un plan de trésorerie, c'est assez simple. Pour nos clients, on a effectivement pas mal de demandes spécifiques au remboursement des emprunts. Dans vos catégories de décaissement, vous allez créer des lignes spécifiques remboursement d'emprunt, soit une ligne par emprunt, soit un agrégat, et vous allez pouvoir jouer sur les décalages de remboursement des traites. Après, sur la question des taux, c'est encore le point d'interrogation. Alors, par rapport au fameux prêt garanti par l'État, en fait, les taux sont pas encore communiqués, ils vont être communiqués que plus tard en fonction de l'évolution de la situation. Donc là, c'est encore le flou, mais bon, on s'attend à ce que ce soit des taux heureusement très bas. Après, Ouais, pas 1%, ouais. c'est ce qu'on nous dit à date, c'est que ça dépassera pas 1%. Pour l'instant, c'est 0,25%. Et après, on peut échelonner le remboursement du PGE, notamment sur 5 ans après la première année, là. Ouais. Et que les taux seront revus peut-être entre 0,25 et 1%, quoi. Oui, voilà. Et ça va évoluer, mais ça va rester du crédit bon marché. Après, pour les emprunts qui avaient déjà été contractés, bien sûr, c'est l'occasion de les renégocier avec son banquier pour toujours se donner un peu d'air et décaler les remboursements d'emprunts de quelques mois.
On a fait aussi quelques tables rondes. On a créé une communauté Slack qui s'appelle Cash is King, sur laquelle on regroupe des chefs d'entreprise, responsables financiers et des experts, donc notamment des banquiers et comptables et autres, pour avoir le retour du terrain, parce qu'il y a la théorie et ce qu'on entend dans les présentations de la BPI, et puis après il y a le retour du terrain des entrepreneurs et de leurs banquiers. Dans les faits, les banquiers sont assez ouverts pour négocier les conditions des prêts qui avaient déjà été contractés avant la crise, et c'est aussi un bon levier pour se donner un peu d'air, donc quelque chose aussi à considérer. Et t'as d'autres best practices qui sortent de ce type de groupe et d'initiative que vous avez? Euh, Euh, ouais, les réflexes qu'un ou une bonne entrepreneur doit avoir dans cette période-là. un des bons réflexes, c'est celui dont on va peut-être parler plus en détail, qui est sur la partie de réduction des coûts. En fait, nous, globalement, les questions que se posent les entrepreneurs, c'est ceux aussi autour de la méthode. On est dans une crise historique hors du commun, et des fois, on sait plus trop par quel bout prendre les choses pour piloter son business et notamment sa trésorerie. On travaille avec des secteurs d'activité, vous l'avez compris, qui sont très différents, et chacun a un peu sa spécificité. Donc nous, ce qu'on a partagé sur cette communauté Cash is King, et ce qu'on a mis en place avec un certain nombre d'experts, c'est, quel que soit votre secteur d'activité, quelle est un peu la méthodologie à avoir en tête pour arriver à naviguer de façon agile dans la crise. À niveau macro, la méthodologie qu'on recommande, elle est en 4 étapes. La première, on en a déjà parlé, c'est d'analyser l'impact de la trésorerie sur votre activité, en faisant cet exercice de remise à plat du prévisionnel de trésorerie avec 3 scénarios types qu'on a conseillés, et de voir comment la trésorerie va se comporter. Donc ça, c'est exercice numéro 1, qui est l'exercice indispensable si vous voulez faire notamment une demande de prêt bancaire. Étape numéro 2, faire un audit complet de ses dépenses et analyse des coûts pour mettre en place un plan de réduction des coûts. Donc ça, on va pouvoir en parler plus en détail après, si tu veux. Ouais, Troisième étape, recherche des financements. Ça, on en a déjà parlé. Le PGE, les aides spécifiques à votre secteur, aides régionales, etc., etc. Et numéro 3, qui est aussi un point super intéressant qu'on aura l'occasion de plus aborder, je pense, dans les semaines à venir, celle de l'optimisation du chiffre d'affaires. Et il se passe des trucs super intéressants dans tous les secteurs, sur des entreprises qui arrivent à pivoter pour aller chercher des opportunités de business, pour aller doper leur chiffre d'affaires sur des créneaux qui fonctionnaient un peu avant la crise et qui là fonctionnent super bien, pour aller booster ces lignes de CA. Et ça fait partie des choses que j'évoquais rapidement avant, mais pour donner un ou deux exemples rapidement sur cette partie CA, des restaurateurs qui se sont mis à fond sur le click and collect et la livraison, qui ont réussi à faire x2 là-dessus, et ce qui vient bien compenser la perte de l'activité en salle. Des industriels qui boostent à fond l'export, la production et les ventes à l'export sur les marchés qui sont encore ouverts, notamment un certain nombre d'industriels avec qui on bosse, qui travaillent avec, qui sont reconcentrés sur l'export avec le Maghreb, par exemple, pour aller chercher des nouvelles commandes là où c'était complètement gelé en France, et des stratégies encore de stockage pour préparer le rebond et aller et faire en sorte que l'activité redémarre très rapidement une fois sortie du confinement. Donc ça c'est au niveau global, hein. Prévision de trésor, réduction des coûts, aller chercher des financements et travailler sur son modèle économique pour aller chercher du nouveau potentiel de chiffre d'affaires. Après, sur la partie réduction des coûts, je veux qu'on parle ça de plus précisément. Ouais, justement, tu disais que tu peux faire une politique et une sorte d'audit de tout ce que tu as comme réduction des coûts. Ouais. C'est quoi les premiers coûts qu'on doit killer, et dans quel ordre, et comment procéder, quoi? Ouais, exactement. Donc ça c'est tout l'intérêt de la méthodologie qu'on propose là-dessus. On a eu l'occasion d'en parler avec des cabinets qui sont spécialisés en réduction des coûts, hein, puisque c'est un métier en tant que tel. Nous, la méthodologie qu'on propose, elle est assez simple. Elle consiste premièrement à
faire un audit exhaustif, précis, rigoureux des 3 à 6 derniers mois de dépenses. Donc, vous faites un export de vos flux bancaires ou de votre logiciel de trésor, si vous avez un logiciel de trésor en place comme Agicap, pour sortir toutes les dépenses des 3 à 6 derniers mois. Pour chaque ligne de dépense, après, vous allez pouvoir les catégoriser avec un niveau de granularité qui soit suffisant pour que ça soit exploitable. Donc, pas simplement dire RH, mais aller après sur des mailles plus fines. Ok, RH, est-ce qu'on est déjà sur des charges? Est-ce qu'on est sur du salaire net? Est-ce que c'est des freelances? Est-ce que c'est des employés de quel département, etc. Et pareil pour toutes les grandes catégories de dépenses, pour vos abonnements logiciels, pour vos dépenses marketing, etc. Tout catégorisé. Une fois que vous avez fait cet exercice d'export, de catégorisation, vous allez pouvoir trouver des potentiels de réduction des coûts en priorisant les opportunités de réduction des dépenses. Alors, je vais vous montrer, parce que je ne vais pas faire de partage d'écran, là, mais c'était juste pour vous montrer un peu la logique de la matrice qu'on recommande d'utiliser. En fait, c'est une matrice qui va vous permettre d'aller positionner chaque poste de dépense et d'évaluer son impact. Donc, en fait, sur l'axe Y, vous avez la temporalité de l'impact sur la trésor. Est-ce que c'est une mesure, est-ce que c'est une réduction qui va avoir un impact immédiat sur ma trésorerie ou qui va être un impact plus long terme? Et sur l'axe X, vous avez l'impact sur l'activité. Est-ce que c'est une mesure qui va avoir un fort impact potentiellement sur mon activité avec une baisse de chiffre d'affaires, ou est-ce que ça va être relativement neutre? Et enfin, vous avez un jeu de nuances de couleurs, impact trésor en termes de montant qui est élevé ou qui est faible. Je prends des exemples concrets. Le support client. Ok, je vais mettre au chômage partiel toute mon équipe support. Bon, bah ça va avoir un impact qui est potentiellement fort sur mon activité et sur la satisfaction client. Et l'impact trésor est plus long terme parce que c'est soumis à remboursement du chômage partiel par l'État, etc. Alors que je peux avoir des mesures plus immédiates sur cette partie RH qui est de couper mes missions freelance. Je coupe mes missions freelance, mes intérimaires, ça me soulage immédiatement ma trésorerie. Potentiellement, ça a aussi un impact fort sur mon activité. Par contre, des dépenses qui vont être plus neutres sur mon activité, je peux aller renégocier tous mes contrats long terme. Par exemple, service de ménage, service de sécurité, les impressions, etc. Tout ce qui était lié à la gestion des activités du bureau. Tout ça, ça peut être soit supprimé, soit vous pouvez aller renégocier vos contrats, faire jouer la concurrence pour essayer de limiter les coûts. Et donc, l'idée, c'est celle-là. C'est que pour chaque ligne de dépense, vous allez évaluer l'impact sur l'activité, l'immédiateté de l'impact sur la trésorerie, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire vos arbitrages. Et globalement, il y a vraiment un potentiel de réduction des coûts qui est très significatif. Si on met de côté les notions de chômage partiel qui forcément ont un énorme impact, si on réfléchit un peu en ISO hors situation de crise, vous pouvez aller chercher 10, 15, 20% de réduction des coûts si vous faites cet exercice de façon très méthodologique. D'accord. Et ça, c'est des réductions que tu peux, bah, comme tu dis, hein, on les met de façon plus ou moins immédiate, mais après, on peut les inscrire dans la durée. Et quel outil tu dirais qu'il faut utiliser pour les faire repartir? Bon, tu vas dire Agicap, c'est-à-dire il faut les couper à un moment, mais aussi qu'elles reviennent progressivement, quoi. Donc, il faut prévoir un espèce de retour potentiellement à la normale. Ouais, effectivement. Après, faut faire du cas par cas, une analyse fine par chaque typologie de dépense. Mais il y a si je prends deux exemples sur tous les contrats de prestations. Encore une fois, ces contrats long terme, alarme, sécurité, etc., qui représentent des postes importants. Et en plus, c'est des postes où il y a une inflation annuelle de 10-15% par an.
Là, c'est l'occasion en fait, de remettre ça à plat, d'essayer d'aller renégocier avec ses prestataires, de refaire une mise en concurrence pour aller chercher 15-20% de réduction sur ses postes. Et ça, ce sont des bénéfices qu'on peut aller chercher pour alléger la trésor pendant la crise, mais ce sont des bénéfices qui vont perdurer après la crise. Donc là, on est vraiment sur une réflexion long terme, alors que effectivement, il y a d'autres dépenses où là, il va falloir être beaucoup plus tactique et stratégique dans la manière de les gérer. Typiquement, les dépenses marketing. Si vous avez des gros budgets Google Ads, Facebook Ads ou autre type de dépenses publicitaires, bon, bah là, il y a vraiment une question à se poser sur la baisse de ces dépenses. Nous, on voit plusieurs comportements sur les dépenses marketing. Un réflexe qui consiste à se dire, bon, bah là, de toute façon, mes clients sont pas en situation d'acheter dans l'immédiat, donc ça sert à rien que je maintienne mes budgets marketing, donc je gèle, je baisse très fortement pour me garder des réserves de budget marketing et pour aller plus fort sur mes budgets marketing quand on sera dans la phase de reprise. Mais on peut aussi voir des situations où vous êtes sur des cycles de vente long terme. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes éditeur de logiciels pour des logiciels ERP par exemple, ou sur des cycles de vente de 3, 6, 12 mois. Bah, il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour réduire mes dépenses marketing? Parce que je suis aussi dans une situation où, certes, mes clients ont le temps et la disponibilité pour se replonger dans ce type de projet. Donc, c'est pas forcément opportun de réduire ses dépenses marketing dans ce cas-là. Donc, il faut avoir une vision tactique sur chaque poste de dépense, y compris avec les fournisseurs qui a un gros poste d'économie. Il faut Ouais, là, il faut négocier un peu au cas par cas avec chaque fournisseur. Il y a potentiellement l'idée de leur demander des échéances et il faut vraiment pas lésiner sur le fait de prendre le temps de le faire, quoi. faut prendre le temps de le faire. Il faut surtout répartir ces fournisseurs en deux catégories. Il y a les fournisseurs qui sont stratégiques et ceux qui sont non stratégiques, plus tactiques. Notre recommandation, c'est avec les fournisseurs stratégiques, il faut maintenir une bonne relation. Donc attention à ne pas couper les paiements de façon trop agressive parce que ça peut endommager votre relation long terme avec eux et poser des problèmes notamment pendant la reprise. Vous aurez besoin d'être livré à temps, de privilégier les négos durs avec les fournisseurs qui sont moins stratégiques. Pour reprendre encore des cas concrets dans la restauration, sur le secteur sur lequel j'ai pas mal bossé ces dernières semaines. Il y a des fournisseurs, par exemple, on travaille avec une chaîne de burgers. Voilà, un fournisseur stratégique, c'est ceux qui fournissent la viande, qui exigent là des paiements comptants. Dans la condition actuelle, il va être payé coûtant à T0 et non plus à 30 ou 60 jours. Bon, bah, voir si c'est quelque chose qu'on peut se permettre pour privilégier la relation long terme une fois que la reprise viendra. Alors que sur les fruits et légumes, c'est beaucoup plus facile de trouver des alternatives. Et là, on peut se permettre d'être assez agressif sur la négo avec ses fournisseurs actuels. Super intéressant. Est-ce que tu as des entreprises qui commencent aussi, on va répondre aux questions, il y a des questions dans l'onglet dédié. Est-ce que tu as des entreprises qui prévoient d'autres sources de chiffre d'affaires? Parce que c'est aussi la période où on donne des conseils aux entrepreneurs pour prendre du recul sur leur business et repenser un petit peu leur business model. Est-ce que tu vois des entreprises qui commencent à un peu faire ça dans les hypothèses, c'est-à-dire avant on vendait tel type de bien ou de service et maintenant on le fait évoluer, on a une nouvelle cible client ou on fait évoluer le pricing, ce genre de choses. Est-ce que ça vous commencez à avoir ce type de pratique aussi? Ouais, après c'est en train de se mettre en place. Bon, enfin, je réfléchis parce que j'avais déjà donné quelques exemples précédemment qui semblaient assez structurants. Globalement, sur la partie industrielle, il y a un travail à faire sur l'export en ce moment
Là, c'est plus dans la stratégie commerciale quand votre marché national est bloqué. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet-là, comment vraiment utiliser l'export comme un relais de croissance en ce moment. Sur la restauration, j'ai déjà aussi mentionné comment vraiment devenir un expert du click and collect, de la livraison, mettre le paquet sur Uber Eats, Deliveroo pour compenser au maximum les pertes de CA sur l'activité en salle. Après, sur les logiciels, je réfléchis notamment à ce que font nos partenaires. Il y en a qui font de la gratuité, enfin qui essayent d'apporter un maximum de valeur dans le contexte actuel et qui vont faire de la gratuité. Je pense notamment à des boîtes de gestion de planning, de staff comme Skello ou Snapshift, je crois, qui ont passé leur offre en gratuit. Parce que bon, il y a aussi moins de besoins actuellement. Donc, c'est l'occasion de mettre en gratuit pour permettre à vos prospects de tester à fond vos outils pendant la période de confinement. Ils sont plus dans une phase de test que d'utilisation vraiment du bénéfice. Ouais, il y a pas mal d'exemples comme ça. Toi, alors, il y a des questions de Wang sur Agicap en particulier. Donc, savoir si votre business model il relève que sur le SaaS et l'abonnement, ou si vous avez justement des revenus sur le conseil ou des audits ou autre, un peu de conseil, de je conseille. Est-ce que des gens qui ont d'autres logiciels de trésor ou des Excel peuvent utiliser aussi Agicap en parallèle, ou est-ce que c'est redondant? Voilà, tu as deux questions. Sur la partie modèle économique, nous, c'est du full SaaS. Donc, l'abonnement comprend l'onboarding, la formation, le support, l'accès à l'intégralité des ressources. Donc, voilà, l'abonnement prend vraiment tout en compte. Après, on est amené à faire, comme de boîte SaaS, ça c'est assez classique, des développements, quelques développements ad hoc, projets R&D avec des gros comptes qui ont des besoins spécifiques. Mais on n'a pas de partie conseil ou en fait, nous, dans le contexte actuel, on essaye vraiment de scaler notre business existant et pas de trouver des nouvelles formes de modèles économiques ou de nouvelles lignes de revenus. Là, on a vraiment l'occasion de servir un maximum de PME sur les fondamentaux de notre modèle économique qu'on maîtrise déjà très bien. Et on n'est pas là à essayer de lancer un nouveau produit, lancer une nouvelle offre commerciale. Ce que font, j'imagine, plein de startups en parallèle, mais c'est pas notre cas. Et en même temps, ça rassure nos clients parce que voilà, au moins c'est extrêmement simple à comprendre en termes d'offres commerciales. Et du coup, si tu as un outil déjà existant, est-ce que tu peux switcher assez facilement vers Agicap? Comment ça se passe un peu Ouais, bien sûr. Si tu es sur un Excel, tu peux très facilement reproduire ton arborescence de catégorie d'encaissement et de décaissement sur Agicap. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait en self-service ou Customer Success aide à mettre en place toute cette architecture du plan de trésorerie et à importer, en fait, à mettre en place les connexions bancaires et à importer toutes les factures engagées. Donc ça fait partie du process d'onboarding classique. Et pareil pour ceux qui étaient sur d'autres outils de trésorerie, je sais pas moi, type Sage Trésor ou je ne sais quel outil, c'est également assez facile de reproduire l'arborescence, d'exporter toutes les données d'un outil pour repartir from scratch sur Agicap. Donc ça se fait hyper simplement et c'est quelque chose qui est important de comprendre sur la trésor. C'est souvent un exercice, on pense assez complexe, assez lourd à mettre en place. Et en fait, c'est hyper simple. Surtout avec le gros rush qu'il y a eu, là, un peu l'effet de panique qu'il y a pu avoir sur les demandes de financement en express. On a des clients qui en 2 heures ont monté leur prévisionnel de trésorerie sur Agicap, donc ont tout fait, quoi, mis en place leur arborescence d'encaissement, décaissement. Hop, je mets en place ma connexion bancaire, j'importe mes factures engagées,
je crée mes scénarios et en 2 heures, c'était plié. Ils avaient leur prévisionnel au carré, prêt à être exporté pour leur banquier, quoi. Donc, c'est un process hyper lean. D'accord. Et bah écoute, ça c'est top. On a une dernière question aussi de Wang. Il y a des startups comme FinexClap ou autres qui font de la facturage ou de l'assurance crédit. Est-ce que Agicap peut donner des recommandations d'affacturage, assurance crédit, ou alors voilà, qu'est-ce que vous recommandez comme solution d'affacturage vous Écoute, on n'a pas de recommandations spécifiques. Nous, on travaille en partenariat effectivement avec d'autres startups qui proposent des solutions de financement, donc qui vont aller soulager la trésorerie. D'ailleurs, on va faire un webinar avec nos amis de FinexCap très prochainement sur le sujet de la facturage. Donc, en tout cas, je conseille d'aller voir leur outil. Après, il y a les acteurs classiques de la facturage qui ont peut-être des plus grosses capacités de financement comme France Factor et autres. Donc ça dépend si vous avez besoin d'un outil assez flexible, assez facile à mettre en place pour avoir une réponse rapide, ou si vous cherchez plutôt des conditions financières les plus avantageuses possibles, auquel cas vous pouvez aller voir des acteurs traditionnels. Non, sinon il y a la facturage et il y a d'autres moyens de soulager la trésor avec des systèmes d'assurance, notamment comme Moment. On a fait un article de fond que je pourrais poster sur le chat sur les 4 modes de financement innovants pour les PME. On parle aussi du leaseback, c'est-à-dire la capacité à mettre en location des machines qui sont pas utilisées pour aller en faire une source de revenus. Hop, je récupère le lien. Et Ouais, si tu peux mettre le lien, j'ai mis aussi en lien l'autre contenu qu'on avait fait aussi ensemble avec Agicap et les 9 outils pour gérer les finances de son entreprise avec Eldorado Agicap. Mais ouais, c'est top que tu puisses mettre ce lien. D'ailleurs, pour finir, est-ce que tu aurais des liens de choses à partager, d'articles à lire, de recos que tu aurais sur ce que tu as pu voir ces derniers temps et que tu voudrais partager aujourd'hui aux auditeurs et auditrices? Ouais, plus qu'un article en particulier, je vous invite tous à rejoindre la communauté Cash is King. Là, je viens de poster le lien vers la page d'inscription. Comme je disais, c'est un Slack qu'on a mis en place qui regroupe aujourd'hui quasiment 600 chefs d'entreprise, responsables financiers et experts. Et l'idée, c'est justement d'échanger sur les problématiques de trésor, certaines qui sont en commun à beaucoup de secteurs et d'autres qui sont très spécifiques à la situation de votre boîte. Donc, c'est l'occasion de venir partager votre vécu de la crise et des recommandations que vous avez, et aussi de demander des conseils pointus sur tel ou tel aspect du pilotage de votre boîte. Donc voilà, plus qu'un article en particulier, je vous invite à rejoindre cette communauté et venir échanger avec nous. Eh ben écoute, c'est top. Vivien dit que c'est difficile de trouver le tarif mensuel de l'Agicap sur le site. Voilà, je peux donner quelques éléments, expliquer pourquoi on n'a pas de tarif public. En fait, nous, on a une approche où on veut vraiment d'abord établir le lien avec le client et on fait des calls de qualification pour comprendre leurs besoins et leur setup avant de donner un prix. Pour donner une fourchette, Agicap, ça démarre à 99 € par mois. Et après, pour des plus gros comptes, on monte à plusieurs centaines d'euros par mois. Voilà, et ça comprend encore une fois tout l'onboarding, la formation, le support, tout ce dont vous avez besoin. Ça vous donne de l'unité. Trop bien, merci pour l'info de Vivien. Bah écoute, merci Michael, c'était super utile. Je laisse le lien des autres webinars de la semaine, dont un super jeudi avec Thibaut Elzière de Defenders. On a Bartos et le fonds Alven. Puis mercredi, on a pas mal d'investisseurs encore cette semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça vous donne des très bons feedbacks sur le comportement des investisseurs pendant la crise. Et merci Mickaël, c'était super. Déjà pas mal de super conseils très pratiques pour les entrepreneurs. Et puis du coup, je pense qu'on peut te contacter via Agicap, tu as l'adresse. Donc, je mets mon adresse sur le chat. Hop. Merci. Voilà. Et bonne journée et bon courage à tous. Hop, salut à tous.
Salut. Bye.